Le public attendait davantage du président de la République. Il y a 3 ans, François Hollande avait promis des complémentaires santé pour tous, mais il le reconnaît lui-même. C'est vrai que les réformes prennent du temps, trop de temps. Non pas qu'il y aurait une forme de résistance, ça peut arriver, ou de mauvaise volonté, mais parce que, je le dis souvent, nos procédures ne sont plus adaptées à l'exigence de rapidité d'une société. La promesse sera donc tenue, mais seulement pour les retraités d'ici fin 2017. L'idée est de leur permettre de prolonger leur complémentaire après leur départ de l'entreprise avec le même niveau de protection, car sans aide de l'employeur, plus d'1,5 million de retraités doivent aujourd'hui se passer de complémentaire santé. Le président de la République a souhaité qu'un chantier soit ouvert pour qu'on évite ces ruptures lors du départ à la retraite qui amènent à une triple peine au fond. La peine de ne plus avoir une couverture assurée par l'entreprise, le fait d'avoir des augmentations qui peuvent être multipliées par 3 du coût de la mutuelle et surtout d'avoir des dépenses de santé qui augmentent au regard du vieillissement. Et de ce point de vue, ce chantier est un chantier important. Mais pour les adhérents de la mutualité française, ce n'est qu'un premier pas. Ils attendent le même type de mesures pour tous les autres, en particulier les chômeurs, les travailleurs précaires et les handicapés. C'est un riverain qui a tourné cette vidéo dès le départ des flammes vers 10h15. L'information est relayée par les voisins et fait le tour des réseaux sociaux. Je me suis mis à ma fenêtre, puis d'un seul coup j'ai vu les flammes. C'est impressionnant. J'avais déjà vu la cathédrale brûler, mais là c'est juste à côté, donc impressionnant. Il y avait des grandes flammes et tout, et c'était très impressionnant. Et je pense que j'ai vu des gens qui venaient de loin et qui ont vu cette fumée noire. C'était vraiment très très impressionnant. C'est assez choquant. Les pompiers interviennent très vite. Une 60aine d'hommes sont mobilisés. Rapidement, le feu s'est propagé parce qu'on a un très gros volume, du bois très sec, des poussières. Bon, voilà, c'est toujours un milieu assez compliqué. On a mis des très gros moyens avec donc des lances sur échelle, grande échelle et bras élévateurs, pour limiter la propagation. On a fait ce qu'on a pu. On a arrêté 4/5 de l'incendie au niveau de la toiture et les bâtiments autour ont été protégés. Voilà. Maintenant, notre souci, c'est le risque d'effondrement de l'ensemble de la voûte et la protection des œuvres d'art. Achevée en 1890, la basilique Saint-Donatien et Saint-Rogatien étaient en travaux ce matin. 2 ouvriers intervenaient sur le toit pour améliorer l'étanchéité. Vous avez des chéneaux. Sur les chéneaux, vous avez des fuites, des trous. Donc on met une petite plaque goudronnée que l'on chauffe avec un chalumeau pour que ça colle dessus. Et il se trouve que ça a chauffé les plaques de bois qui étaient en dessous ou à côté. Et la flamme s'est prise, ça s'est enflammé, le bois s'est enflammé. Et à partir de ce moment-là, ça s'est communiqué à la charpente. Et comme c'est une charpente qui n'a pas été découverte depuis 1890, le bois est bien sec. C'est un peu le bis repetita de la cathédrale de Nantes il y a quelques années, un peu les mêmes phénomènes. Les 2 ouvriers choqués ont été pris en charge. Personne n'a été blessé. Les élèves du groupe scolaire Saint-Donatien accolés à la basilique n'ont pas été évacués, mais de nombreux parents sont venus les chercher, inquiets à la mi-journée. La direction diocésaine a pris en charge également les mesures de sécurité autour des enfants et on accompagne au mieux les enfants pour leur expliquer et les laisser regarder parce que de toute façon, ça ne sert à rien de cacher les choses aux enfants. Un événement qui va marquer longtemps les esprits et qui rappelle aux plus anciens l'incendie de la cathédrale de Nantes en 1972. Dans une ville, peu importe d'ailleurs si on est croyant, pratiquant ou pas, mais un édifice cultuel, c'est marquant. D'ailleurs, c'est la première chose qu'on va visiter. Donc effectivement, c'est un édifice emblématique, c'est un monument. Tous les habitants voient la basilique continuellement. Donc c'est normal, il n'y aura pas un témoignage dans le quartier qui ne rapportera pas cette impression. Dans ce quartier où vivent de nombreux catholiques pratiquants, la messe est célébrée tous les matins. La dernière s'est achevée dans la basilique, juste avant le départ du feu. Ce ne sont pas des touristes qui descendent de ces cars affrétés par STX, mais des salariés du chantier naval et de ses sous-traitants. Avec leur famille, ils découvrent en exclusivité l'Harmony of the Seas, le plus gros paquebot du monde. Ma fille a eu 10 ans il y a pas longtemps, enfin il y a un mois, et c'est la première fois qu'elle a le droit de venir sur le site des chantiers, donc elle est contente. Elle voit enfin le bateau de son père, comme elle l'appelle. Moi je travaille dans les bureaux, donc je viens pas souvent à bord, donc c'est la première fois que je le vois en fait. Donc il est majestueux.
Ça fait tout un moment que je travaille ici, donc j'ai vu plusieurs navires et à chaque fois je descendais en cale. Et là, il est vraiment très impressionnant puisqu'il est gros, il est énorme, il est large, il y a plein de choses, plein de superlatifs. 362 mètres de long, 66 de large, plus de 100 000 tonnes, soit 10 fois le poids de la Tour Eiffel. Le navire donne déjà à voir toute sa démesure. Mais à l'intérieur du mastodonte, il reste encore beaucoup à faire. Tout ce qui est métier structurel, coque métallique se termine. Tout ce qui est réseau, également tuyauterie, gaines de climatisation et électricité sont également bien avancés. Et là, on commence à parler vraiment d'agencement. On commence la partie finale du montage. Le paquebot est achevé aux 2/3. Pour terminer sa mise en beauté et celle de ses 2700 cabines, l'Harmony of the Seas va rejoindre un autre bassin à 300 mètres de là. Son premier voyage sur l'eau, programmé vendredi vers 7h du matin. Lorsque la cale sera remplie au même niveau que la Loire, la porte s'ouvrira et le navire donc va sortir, tiré par des remorqueurs. Le navire est très large, donc on n'a pas énormément de marge, donc il faut que le navire sorte droit. Mais c'est surtout qu'il ne faut pas qu'il y ait beaucoup de vent pour permettre que l'opération se fasse sans risque particulier. Une fois amarré à son nouveau quai, il restera 10 mois de chantier sur l'Harmonie. Une course contre la montre pour les 2500 personnes qui travaillent à bord. Le géant doit être livré à la Royal Caribbean fin avril 2016. En premier lieu, on va déjà aller à la messe. Je pense que ça me semble important. Après, on va aller manger un gâteau. On va prendre des religieuses. On va faire la queue pour le bracelet, on va au camping, on va chercher des bières et après on va voir les concerts au Metal Corner. La navette, camping et après on boit. Là j'attends des gens d'Elfest que je vais recevoir chez moi pour le week-end. Et ce sont des gens que je ne connais pas, mais bon, tant pis. Faut voir ça du bon côté. Vous n'avez pas mis votre t-shirt noir? Non, justement, c'est pour faire la différence avec eux, pour qu'ils puissent me reconnaître. À chaque fois, c'est une pure ambiance. Personnellement, je prends le TGV depuis Paris. Depuis la gare Montparnasse, en fait, c'est l'enfer. C'est le pur enfer, c'est une ambiance de malade. Oh yeah. C'est le premier gros fest de l'été, donc on va essayer d'en profiter à fond, s'économiser quand même un petit peu pour les autres, mais de déjà bien se lancer et d'annoncer une bonne saison. On va un peu se ravitailler, on va bien manger, quoi, comme ça on aura bien la pêche. Parce qu'on a fait un peu de trajet quand même pour venir. Moi je viens du sud, de Marseille. Au niveau du bar dans le train, c'était déjà une chouette ambiance et puis voilà quoi. Il y a plein de copains quoi. Et ça va être cool ça. Ouais, on commence à peine, on est déjà fatigué. C'est ça qui est un peu. Mais bon. L'esprit face à la lettre, les recommandations face à la législation. Durant près de 5 heures, ce sont ces deux conceptions qui se sont confrontées devant le tribunal administratif de Nantes. D'un côté, le rapporteur public qui demande à la justice de rejeter les 17 recours formulés par les opposants au projet d'aéroport. De l'autre, ces mêmes opposants qui, par la voix de leurs avocats, réclament la prise en compte des expertises scientifiques en termes de protection des espèces ou d'impact sur les zones humides. En clair, deux visions quasi impossibles à rapprocher. C'était terrible d'écouter le rapporteur public nous montrer comment l'intérêt général, en fait, n'est pas pris en compte et la démocratie non plus. On avait l'impression d'un espèce de 49-3 législatif en l'écoutant. Il a dit que le rapport scientifique était très critique, mais on a entendu quand même que finalement l'État n'avait pas l'obligation de s'occuper de ce rapport scientifique. Il y a un réel débat juridique. Contrairement à ce qui a pu peut-être paraître à l'audience, je pense qu'il y a eu des débats juridiques de qualité des deux côtés. Et on n'a jamais feint de ne pas comprendre les autres parties. On leur a toujours répondu, malheureusement. Le contradictoire n'est pas que dans un sens. Reste, côté des opposants, l'espoir de voir le tribunal aller à l'encontre de l'avis du rapporteur, comme cela avait été le cas il y a quelques années dans le dossier de l'agrandissement du Dongest. On sait que sur des gros dossiers à enjeu en termes d'environnement et en termes d'économie, il peut y avoir des différences d'interprétation, surtout que, comme vous avez pu le constater au cours de l'audience, on est vraiment sur des débats juridiques assez pointus, assez techniques, que ce soit dans le domaine des espèces protégées ou dans le domaine de la loi sur l'eau. Donc on a bon espoir de convaincre les juges au fond. On est rassurés et contents d'avoir eu cette opinion, mais ce n'est absolument pas une victoire. Et de toute façon, la victoire, on l'aura que quand on aura des décisions définitives. En attendant le délibéré du 17 juillet, les opposants se sont donné rendez-vous une semaine avant à Notre-Dame-des-Landes. Un rassemblement plus que jamais symbolique, une semaine avant une décision qui pourrait faire date
dans ce dossier hors norme. Les lignes ferroviaires Nantes-Saint-Gilles et Nantes-Pornic devaient réouvrir le 5 juillet après un an de travaux, mais SNCF Réseau refuse aujourd'hui de remettre les trains en circulation en cause des problèmes de sécurité avec les signaux et les passages à niveau. Alors ce matin, des élus de Loire-Atlantique et de Vendée ont poussé un coup de colère devant ce report annoncé in extremis. Il y a là ce que je qualifie d'une démarche de désinvolture, de mépris peut-être aussi un peu, et puis d'incapacité. Je précise que le chantier lui-même, il est terminé. Les voies ferrées sont posées, les passages à niveau sont posés, etc. Donc l'ensemble du chantier est terminé. Et je trouve aujourd'hui que c'est du mépris des collectivités, c'est du mépris des usagers. Le président de région, Jacques Oxiette, a annoncé sa démission du conseil d'administration de SNCF Réseau. Sa collectivité envisage en effet de porter plainte contre cette même structure. De son côté, SNCF Réseau attend les résultats d'un audit pour annoncer une nouvelle date pour faire rouler les trains. Elle parle aujourd'hui d'une ouverture en septembre avec 2 mois de retard. En attendant, les voyageurs sont invités à prendre le car.